السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قراءة صوتية جديدة لكتاب دائما مع كتاب Les règles de la méthode sociologique لإيميل دوركهايم. Chapitre 6, آخر فصل. Règles relatives à l'administration de la preuve. Nous n'avons qu'un moyen de démontrer qu'un phénomène est cause d'un autre. C'est de comparer les cas où ils sont simultanément présents ou absents et de chercher si les variations qu'ils présentent dans ces différentes combinaisons de circonstances témoignent que l'un dépend de l'autre. Quand ils peuvent être artificiellement produits au gré de l'observateur, la méthode est l'expérimentation proprement dite. Quand, au contraire, la production des faits n'est pas à notre disposition et que nous ne pouvons que les rapprocher tels qu'ils se sont spontanément produits, la méthode que l'on emploie est celle de l'expérimentation indirecte ou méthode comparative. Nous avons vu que l'explication sociologique consiste exclusivement à établir des rapports de causalité, qu'il s'agisse de rattacher un phénomène à sa cause ou au contraire une cause à ses effets utiles. Puisque d'autre part les phénomènes sociaux échappent évidemment à l'action de l'opérateur, la méthode comparative est la seule qui convienne à la sociologie. Kant, il est vrai, ne l'a pas jugée suffisante. Il a trouvé nécessaire de la compléter par ce qu'il nomme la méthode historique. Mais la cause en est dans sa conception particulière des lois sociologiques. Suivant lui, elles doivent principalement exprimer non des rapports définis de causalité, mais le sens dans lequel se dirige l'évolution humaine en général. Elles ne peuvent donc être découvertes à l'aide de comparaisons, car pour pouvoir comparer les différentes formes que prend un phénomène social chez différents peuples, il faut l'avoir détaché des séries temporelles auxquelles il appartient. Or, si l'on commence par fragmenter ainsi le développement humain, on se met dans l'impossibilité d'en retrouver la suite. Pour y parvenir, ce n'est pas par analyse, mais par large synthèse qu'il convient de procéder. Ce qu'il faut, c'est rapprocher les uns des autres et réunir dans une même intuition, en quelque sorte, les états successifs de l'humanité de manière à apercevoir l'accroissement continu de chaque disposition physique, intellectuelle, morale et politique. Telle est la raison d'être de cette méthode que Kant appelle historique, et qui par suite est dépourvue de tout objet dès qu'on a rejeté la conception fondamentale de la sociologie kantiste. Il est vrai que Mill, il parle de John Stuart Mill, il est vrai que Mill déclare l'expérimentation même indirecte inapplicable à la sociologie. Mais ce qui se fait déjà à enlever à son argumentation une grande partie de son autorité, c'est qu'il l'appliquait également aux phénomènes biologiques et même aux faits physio-chimiques les plus complexes. Or, il n'y a plus à démontrer aujourd'hui que la chimie et la biologie ne peuvent être que des sciences expérimentales. Il n'y a donc pas de raison pour que ces critiques soient mieux fondées en ce qui concerne la sociologie. Car les phénomènes sociaux ne se distinguent des précédents que par une complexité plus grande. Cette différence peut bien impliquer que l'emploi du raisonnement expérimental en sociologie offre plus de difficultés encore que dans les autres sciences. Mais on ne voit pas pourquoi il y serait radicalement impossible. Du reste, toute cette théorie de Mill repose sur un postulat qui, sans doute,
est lié aux principes fondamentaux de sa logique, mais qui est, qui est en contradiction avec tous les résultats de la science. Il admet, en effet, qu'un même conséquent ne résulte pas toujours d'un même antécédent, mais peut être dû tantôt à une cause et tantôt à une autre. Cette conception du lien causal, en lui enlevant toute détermination, le rend à peu près inaccessible à l'analyse scientifique, car il introduit une telle complication dans l'enchevêtrement des causes et des effets que l'esprit s'y perd sans retour. Si un effet peut dériver de causes différentes, pour savoir ce qui le détermine dans un ensemble de circonstances données, il faudrait que l'expérience se fît dans des conditions d'isolement pratiquement irréalisables, surtout en sociologie. Mais ce prétendu axiome de la pluralité des causes est une négation du principe de causalité. Sans doute, si l'on croit avec Mill que la cause et l'effet sont absolument hétérogènes, qu'il n'y a entre eux aucune relation logique, il n'y a rien de contradictoire à admettre qu'un effet puisse suivre tantôt une cause et tantôt une autre. Si le rapport qui unit C à A est purement chronologique, il n'est pas exclusif d'un autre rapport du même genre qui unirait C à B, par exemple. Mais si, au contraire, le lien causal a quelque chose d'intelligible, il ne saurait être à ce point indéterminé. S'il consiste en un rapport qui résulte de la nature des choses, un même effet ne peut se tenir ce rapport qu'avec une seule cause, car il ne peut exprimer qu'une seule nature. Or, il n'y a que les philosophes qui aient jamais mis en doute l'intelligibilité de la relation causale. Pour le savant, elle ne fait pas question, elle est supposée par la méthode de la science. Comment expliquer autrement et le rôle si important de la déduction dans le raisonnement expérimental et le principe fondamental de la proportionnalité entre la cause et l'effet. Quant au cas que l'on cite et où l'on prétend observer une pluralité de causes, pour qu'ils fussent démonstratifs, il faudrait avoir établi au préalable ou que cette pluralité n'est pas simplement apparente ou que l'unité extérieure de l'effet ne recouvre pas une réelle pluralité. Que de fois, il est arrivé à la science de réduire à l'unité des causes dont la diversité au premier abord paraissait irréductible. Stuart Mill en donne lui-même un exemple en rappelant que, suivant les théories modernes, la production de la chaleur par le frottement, la percussion, l'action chimique, etc., dérive d'une seule et même cause. Inversement, quand il s'agit de l'effet, le savant distingue souvent ce que le vulgaire confond. Pour le sens commun, le mot de fièvre désigne une seule et même entité morbide. Pour la science, il y a une multitude de fièvres spécifiquement différentes et la pluralité des causes se trouve en rapport avec celle des effets. Et si entre toutes ces espèces nosologiques il y a pourtant quelque chose de commun, c'est que ces causes également se confondent par certains de leurs caractères. Il importe d'autant plus d'exorciser ce principe de la sociologie que nombre de sociologues en subissent encore l'influence, et cela alors même qu'ils n'en font pas une objection contre l'emploi de la méthode comparative. Ainsi, on dit couramment que le crime peut être également produit par les causes les plus différentes, qu'il en est de même du suicide, de la peine, etc. En pratiquant dans cet esprit, le raisonnement expérimental, on aura beau réunir un nombre considérable de faits, on ne pourra jamais obtenir de loi précise, de rapport déterminé de causalité. On ne pourra qu'assigner vaguement un conséquent mal défini à un groupe confus
et indéfinie d'antécédents. Si donc on veut employer la méthode comparative d'une manière scientifique, c'est-à-dire en se conformant au principe de causalité tel qu'il se dégage de la science elle-même, on devra prendre pour base des comparaisons que l'on institue la proposition suivante. À un même effet correspond toujours une même cause. Ainsi, pour reprendre les exemples cités plus haut, si le suicide dépend de plus d'une cause, c'est qu'en réalité, il y a plusieurs espèces de suicide. Il en est de même du crime. Pour la peine, au contraire, si l'on a cru qu'elle s'expliquait également bien par des causes différentes, c'est que l'on n'a pas aperçu l'élément commun qui se retrouve dans tous ces antécédents et en vertu duquel ils produisent leur effet commun. Toutefois, si les divers procédés de la méthode comparative ne sont pas inapplicables à la sociologie, ils n'y ont pas tous une force également démonstrative. La méthode dite des résidus, c'est tant et d'ailleurs qu'elle constitue une forme du raisonnement expérimental, n'est pour ainsi dire d'aucun usage dans l'étude des phénomènes sociaux. Outre qu'elle ne peut servir qu'aux sciences assez avancées, puisqu'elle suppose déjà connu un nombre important de lois, les phénomènes sociaux sont beaucoup trop complexes pour que, dans un cas donné, on puisse exactement retrancher l'effet de toutes les causes moins une. La même raison rend difficilement utilisable et la méthode de concordance et celle de différence. Elle suppose en effet que les cas comparés ou concordants en un seul point ou diffèrent par un seul ou diffèrent pour un seul. Sans doute, il n'est pas de science qui ait jamais pu instituer d'expérience où le caractère rigoureusement unique d'une concordance ou d'une différence fut établi d'une manière irréfutable. On n'est jamais sûr de n'avoir pas laissé échapper quelques antécédents qui concordent ou qui diffèrent comme le conséquent en même temps et de la même manière que l'unique antécédent connu. Cependant, quoique l'élimination absolue de tout élément adventice soit une limite idéale qui ne peut être réellement atteinte, en fait, les sciences physico-chimiques et même les sciences biologiques s'en rapprochent assez pour que, dans un grand nombre de cas, la démonstration puisse être regardée comme pratiquement suffisante. Mais il n'en est plus de même en sociologie, par suite de la complexité trop grande des phénomènes, jointe à l'impossibilité de toute expérience artificielle. Comme on ne saurait faire un inventaire, même à peu près complet, de tous les faits qui coexistent au sein d'une même société ou qui se sont succédés au cours de son histoire, on ne peut jamais être assuré, même d'une manière approximative, que deux peuples concordent ou diffèrent sous tous les rapports, sauf un. Les chances de laisser un phénomène se dérober sont bien supérieures à celles de n'en négliger aucun. Par conséquent, une pareille méthode de démonstration ne peut donner naissance qu'à des conjectures qui, réduites à elles seules, sont presque dénuées de tout caractère scientifique. Mais il n'en est tout autrement de la méthode des variations concomitantes. En effet, pour qu'elle soit démonstrative, il n'est pas nécessaire que toutes les variations différentes de celles que l'on compare aient été rigoureusement exclues. Le simple parallélisme des valeurs par lesquelles passent les deux phénomènes, pourvu qu'il ait été établi dans un nombre suffisant de cas suffisamment variés, est la preuve qu'il existe entre eux une relation. Cette méthode doit ce privilège
à ce qu'elle atteint le rapport causal, non du dehors comme les précédentes, mais par le dedans. Elle ne nous fait pas simplement voir de faits qui s'accompagnent ou qui s'excluent extérieurement, de sorte que rien ne prouve directement qu'ils soient unis par un lien interne. Au contraire, elle nous les montre participant l'un de l'autre et d'une manière contenue, du moins pour ce qui regarde leur quantité. Or, cette participation, à elle seule, suffit à démontrer qu'ils ne sont pas étrangers l'un à l'autre. La manière dont un phénomène se développe en exprime la nature pour que deux développements se correspondent. Il faut qu'il y ait aussi une correspondance dans les natures qu'ils manifestent. La concomitance constante est donc par elle-même une loi, quel que soit l'état des phénomènes restés en dehors de la comparaison. Aussi pour l'infirmer, ne suffit-il pas de montrer qu'elle est mise en échec par quelques applications particulières de la méthode de concordance ou de différence. Ce serait attribuer à ce genre de preuve une autorité qu'il ne peut avoir en sociologie. Quand deux phénomènes varient régulièrement l'un comme l'autre, il faut maintenir ce rapport alors même que, dans certains cas, l'un de ces phénomènes se présente sans l'autre. Car il peut se faire, ou bien que la cause ait été empêchée de produire son effet par l'action de quelque cause contraire, ou bien qu'elle se trouve présente, mais sous une forme différente de celle que l'on a précédemment observée. Sans doute, il y a lieu de voir, comme on dit, d'examiner les faits à nouveau, mais non d'abandonner sur le champ des résultats d'une démonstration régulièrement faite. Il est vrai que les lois établies par ce procédé ne se présentent pas toujours d'emblée sous la forme de rapports de causalité. La concomitance peut être due à non qu'un des phénomènes est la cause de l'autre, mais ce qu'ils sont tous deux des effets d'une même cause, ou bien encore à ce qu'il existe entre eux un troisième phénomène intercalé mais inaperçu, qui est l'effet du premier et la cause du second. Les résultats auxquels conduit cette méthode ont donc besoin d'être interprétés. Mais quelle est la méthode expérimentale qui permet d'obtenir mécaniquement un rapport de causalité sans que l'effet qu'elle établit ait besoin d'être élaboré par l'esprit? Tout ce qui importe, c'est que cette élaboration soit méthodiquement conduite et voici de quelle manière on pourra y procéder. On cherchera d'abord, à l'aide de la déduction, comment l'un des deux termes a pu produire l'autre, puis on s'efforcera de vérifier le résultat de cette déduction à l'aide d'expériences, c'est-à-dire de comparaisons nouvelles. Si la déduction est possible et si la vérification réussit, on pourra regarder la preuve comme faite. Si au contraire, l'on n'aperçoit entre ces faits aucun lien direct, surtout si l'hypothèse d'un tel lien contredit des lois déjà démontrées, on se mettra à la recherche d'un troisième phénomène dont les deux autres dépendent également ou qui ait pu servir d'intermédiaire entre eux. Par exemple, on peut établir de la manière la plus certaine que la tendance au suicide varie comme la tendance à l'instruction. Mais il est impossible de comprendre comment l'instruction peut conduire au suicide. Une telle explication est en contradiction avec les lois de la psychologie. L'instruction, surtout réduite aux connaissances élémentaires, n'atteint que les régions les plus superficielles de la conscience. Au contraire, l'instinct de conservation est une de nos tendances fondamentales.
Il ne saurait donc être sensiblement affecté par un phénomène aussi éloigné et d'un aussi faible retentissement. On en vient ainsi à se demander si l'un et l'autre fait ne serait pas la conséquence d'un même état. Cette cause commune, c'est l'affaiblissement du traditionnalisme religieux qui renforce à la fois le besoin de savoir et le penchant au suicide. Mais il est une autre raison qui fait de la méthode des variations concomitantes l'instrument par excellence des recherches sociologiques. En effet, même quand les circonstances leur sont le plus favorables, les autres méthodes ne peuvent être employées utilement que si le nombre d'effets comparés est très considérable. Si l'on ne peut trouver deux sociétés qui ne diffèrent ou qui ne se ressemblent qu'en un point, du moins, on peut constater que deux faits ou s'accompagnent ou s'excluent très généralement. Mais pour que cette constatation ait une valeur scientifique, il faut qu'elle ait été faite un très grand nombre de fois. Il faudrait presque être assuré que tous les faits ont été passés en revue. Or, non seulement un inventaire aussi complet n'est pas possible, mais encore les faits qu'on accumule aussi ne peuvent jamais être établis avec une précision suffisante, justement parce qu'ils sont trop nombreux. Non seulement on risque d'en omettre d'essentiels et qui contredisent ceux qui sont connus, mais encore on n'est pas sûr de besoin connaître ces derniers. En fait, ce qui a souvent discrédité les raisonnements des sociologues, c'est que comme ils ont employé de préférence la méthode de concordance ou celle de différence, et surtout la première, ils se sont plus préoccupés d'entasser les documents que ils se sont plus préoccupés d'entasser les documents que de les critiquer et de les choisir. C'est ainsi qu'il leur arrive sans cesse de mettre sur le même plan les observations confuses et rapidement faites des voyageurs et les textes précis de l'histoire. Non seulement en voyant ces démonstrations, on ne peut s'empêcher de se dire qu'un seul fait pourrait suffire à les infirmer, mais les faits même sur lesquels elles sont établies n'inspirent pas toujours confiance. La méthode des variations concomitantes ne nous oblige ni à de ces énumérations incomplètes, ni à de ces observations superficielles. Pour qu'elles donnent des résultats, quelques faits suffisent. Dès qu'on a prouvé que dans un certain nombre de cas, deux phénomènes varient l'un comme l'autre, on peut être certain qu'on se trouve en présence d'une loi. N'ayant pas besoin d'être nombreux, les documents peuvent être choisis et de plus étudiés de près par le sociologue qui les emploie. Il pourra donc, et par suite, il devra prendre pour matière principale de ces inductions les sociétés dont les croyances, les traditions, les mœurs, le droit ont pris corps en des monuments écrits et authentiques. Sans doute, il ne dédaignera pas les renseignements de l'ethnographie. Il n'est pas de fait qui puisse être dédaigné par le savant, mais il les mettra à leur vraie place. Au lieu d'en faire le centre de gravité de ses recherches, il ne les utilisera en général que comme complément de ceux qu'il doit à l'histoire, ou tout au moins il s'efforcera de les confirmer par ces derniers. Non seulement il circonscrira ainsi avec plus de discernement l'étendue de ces comparaisons,
mais il les conduira avec plus de critique, car par cela même qu'il s'attachera à un ordre restreint de faits. Il pourra les contrôler avec plus de soin. Sans doute, il n'a pas à refaire l'œuvre des historiens, mais il ne peut pas non plus recevoir passivement et de toutes mains les informations dont il se sert. Mais il ne faut pas croire que la sociologie soit dans un état de sensible infériorité vis-à-vis des autres sciences parce qu'elle ne peut guère se servir que d'un seul procédé expérimental. Cet inconvénient est en effet compensé par la richesse des variations qui s'offrent spontanément aux comparaisons du sociologue et dont on ne trouve aucun exemple dans les autres règnes de la nature. Les changements qui ont lieu dans un organisme au cours d'une existence individuelle sont peu nombreux et très restreints. Ceux qu'on peut provoquer artificiellement sans détruire la vie sont eux-mêmes compris dans d'étroites limites. Il est vrai qu'il s'en est produit de plus important dans la suite de l'évolution zoologique, mais ils n'ont laissé d'eux-mêmes que de rares et obscurs vestiges, et il est encore plus difficile de retrouver les conditions qui les ont déterminés. Au contraire, la vie sociale est une suite ininterrompue de transformations, parallèles à d'autres transformations dans les conditions de l'existence collective. Et nous n'avons pas seulement à notre disposition celles qui se rapportent à une époque récente, mais un grand nombre de celles par lesquelles ont passé les peuples disparus sont parvenus jusqu'à nous. Malgré ces lacunes, l'histoire de l'humanité est autrement claire et complète que celle des espèces animales. De plus, il existe une multitude de phénomènes sociaux qui se produisent dans toute l'étendue de la société, mais qui prennent des formes diverses selon les régions, les professions, les confessions, etc. Tels sont par exemple le crime, le suicide, la natalité, la nuptialité, l'épargne, etc. De la diversité de ces milieux spéciaux résulte, pour chacun de ces ordres de faits, de nouvelles séries de variations, en dehors de celles qui produisent l'évolution historique. Si donc le sociologue ne peut pas employer avec une égale efficacité tous les procédés de la recherche expérimentale, l'unique méthode dont il doit presque se servir à l'exclusion des autres peut, dans ses mains, être très féconde, car elle a, pour la mettre en œuvre, l'incomparable ressource. Mais elle ne produit les résultats qu'elle comporte que si elle est pratiquée avec rigueur. On ne prouve rien quand, comme il arrive si souvent, on se contente de faire voir par des exemples plus ou moins nombreux que dans des cas épars, les faits ont varié comme le veut l'hypothèse. De ces concordances sporadiques et fragmentaires, on ne peut tirer aucune conclusion générale. Illustrer une idée n'est pas la démontrer. Ce qu'il faut, c'est comparer, non des variations isolées, mais des séries de variations régulièrement constituées, dont les termes se relient les uns aux autres par une gradation aussi continue que possible et qui, de plus, soit d'une suffisante étendue. Car les variations d'un phénomène ne permettent d'en induire la loi que si elles expriment clairement la manière dont il se développe dans des circonstances données. Or, pour cela, il faut qu'il y ait entre elles la même suite qu'entre les moments divers d'une même évolution naturelle. Et en outre que cette évolution qu'elle figure soit assez prolongée pour que le sens n'en soit pas douteux. Mais la manière dont doivent être formées
ces séries diffèrent selon les cas. Elles peuvent comprendre des faits empruntés ou à une seule et unique société, ou à plusieurs sociétés de même espèce, ou à plusieurs espèces sociales distinctes. Le premier procédé peut se faire, à la rigueur, quand il s'agit de faits d'une grande généralité et sur lesquels nous avons des informations statistiques assez étendues et variées. Par exemple, en rapprochant la courbe qui exprime la marche du suicide pendant une période de temps suffisamment longue, des variations que présente le même phénomène suivant les provinces, les classes, les habitats ruraux ou urbains, les sexes, les âges, l'état civil, etc. On peut arriver, même sans étendre ses recherches au-delà d'un seul pays, à établir de véritables lois, quoiqu'il soit toujours préférable de confirmer ces résultats par d'autres observations faites sur d'autres peuples de la même espèce. Mais on ne peut se contenter de comparaisons aussi limitées que quand on étudie quelqu'un de ces courants sociaux qui sont répandus dans toute la société, tout en variant d'un point à l'autre. Quand, au contraire, il s'agit d'une institution, d'une règle juridique ou morale, d'une coutume organisée, qui est la même et fonctionne de la même manière sur toute l'étendue du pays, et qui ne change que dans le temps, on ne peut se renfermer dans l'étude d'un seul peuple, car alors on n'aurait pour matière de la preuve qu'un seul couple de courbes parallèles, à savoir celle qui exprime la marche historique du phénomène considéré et de la cause conjecturée, mais dans cette seule et unique société. Mais dans cette seule et unique société. Sans doute, même ce seul parallélisme, s'il est constant, est déjà un fait considérable, mais il ne saurait à lui seul constituer une démonstration. En faisant entrer en ligne de compte plusieurs peuples de même espèce, on dispose déjà d'un champ de comparaison plus étendu. D'abord, on peut confronter l'histoire de l'un par celle des autres et voir si, chez chacun d'eux pris à part, le même phénomène évolue dans le temps en fonction des mêmes conditions. Puis, on peut établir des comparaisons entre ces divers développements. Par exemple, on déterminera la forme que le fait étudié prend chez ces différentes sociétés au moment où il parvient à son apogée. Comme tout en appartenant au même type, elles sont pourtant des individualités distinctes. Cette forme n'est pas partout la même, elle est plus ou moins accusée suivant les cas. On aura ainsi une nouvelle série de variations qu'on rapprochera de celles que présente au même moment et dans chacun de ces pays la condition présumée. Ainsi, après avoir suivi l'évolution de la famille patriarcale à travers l'histoire de Rome, d'Athènes, de Sparte, on classera ces mêmes cités suivant le degré maximum de développement qu'atteint chez chacune d'elles ce type familial, et on verra ensuite si par rapport à l'état du milieu social dont il paraît dépendre d'après la première expérience, elle se classe encore de la même manière. Mais cette méthode elle-même ne peut guère se suffire. Elle ne s'applique, en effet, qu'aux phénomènes qui ont pris naissance pendant la vie des peuples comparés. Or, une société ne crée pas de toute pièce son organisation. Elle la reçoit, en partie, toute faite de celles qui l'ont précédée. Ce qui lui est ainsi transmis naît, au cours de son histoire,
le produit d'aucun développement, par conséquent, ne peut être expliqué si l'on ne sort pas des limites de l'espèce dont elle fait partie. Seules les additions qui se rajoutent à ce fond primitif et le transforment peuvent être traités de cette manière. Mais plus on s'élève dans l'échelle sociale, plus les caractères acquis par chaque peuple sont peu de choses à côté des caractères transmis. C'est d'ailleurs la condition de tout progrès. Ainsi, les éléments nouveaux que nous avons introduits dans le droit domestique, le droit de propriété, la morale, depuis le commencement de notre histoire, sont relativement peu nombreux et peu importants comparés à ceux que le passé nous a légués. Les nouveautés qui se produisent ainsi ne sauraient donc se comprendre si l'on n'a pas étudié d'abord ces phénomènes plus fondamentaux qui en sont les racines, et ils ne peuvent être étudiés qu'à l'aide de comparaisons beaucoup plus étendues. Pour pouvoir expliquer l'état actuel de la famille, du mariage, de la propriété, etc., il faudrait connaître quelles en sont les origines, quels sont les éléments simples dont ces institutions sont composées, et sur ces points, l'histoire comparée des grandes sociétés européennes ne saurait nous apporter de grandes lumières. Il faut remonter plus haut. Par conséquent, pour rendre compte d'une institution sociale appartenant à une espèce déterminée, on comparera les formes différentes qu'elle présente, non seulement chez les peuples de cette espèce, mais dans toutes les espèces antérieures. S'agit-il par exemple de l'organisation domestique? On constituera d'abord le type le plus rudimentaire qui ait jamais existé pour suivre ensuite pas à pas la manière dont il s'est progressivement compliqué. Cette méthode, que l'on pourrait appeler génétique, donnerait d'un seul coup l'analyse et la synthèse du phénomène. Car, d'une part, elle nous montrerait à l'état dissocié les éléments qui le composent, par cela seul qu'elle nous les ferait voir se rajoutant successivement les uns aux autres, et en même temps, grâce à ce large champ de comparaison, elle serait beaucoup mieux en état de déterminer les conditions dont dépendent leur formation et leur association. Par conséquent, on ne peut expliquer un fait social de quelque complexité qu'à condition d'en suivre le développement intégral à travers toutes les espèces sociales. Donc, Émile Durkheim dit, par conséquent, on ne peut expliquer un fait social de quelque complexité qu'à condition d'en suivre le développement intégral à travers toutes les espèces sociales. La sociologie comparée n'est pas une branche particulière de la sociologie. C'est la sociologie même. Alors, pour Émile Durkheim, la sociologie comparée, ce n'est pas seulement une branche particulière de la sociologie, mais c'est la sociologie elle-même. C'est la sociologie même en tant qu'elle cesse d'être purement descriptive et aspire à rendre compte des faits. Au cours de ces comparaisons étendues, se commet souvent une erreur qui en fausse les résultats. Parfois, pour juger du sens dans lequel se développent les événements sociaux, il est arrivé qu'on a simplement comparé ce qui se passe au déclin de chaque espèce avec ce qui se produit au début de l'espèce suivante. En procédant ainsi, on a cru pouvoir dire, par exemple, que l'affaiblissement des croyances religieuses et de tout traditionnalisme ne pouvait jamais être qu'un phénomène passager de la vie des peuples, parce qu'il n'apparaît que pendant la dernière période de leur existence, pour cesser dès qu'une évolution nouvelle recommence.
Mais avec une telle méthode, on est exposé à prendre pour la marche régulière et nécessaire du progrès, ce qui est l'effet d'une toute autre cause. En effet, l'état où se trouve une société jeune n'est pas le simple prolongement de l'état où étaient parvenus à la fin de leur carrière les sociétés qu'elle remplace, mais provient en partie de cette jeunesse, même qui empêche les produits des expériences faites par les peuples antérieurs d'être tous immédiatement assimilables et utilisables. C'est ainsi que l'enfant reçoit de ses parents des facultés et des prédispositions qui n'entrent en jeu que tardivement dans sa vie. Il est donc possible, pour reprendre le même exemple, que ce retour du traditionnalisme que l'on observe au début de chaque histoire soit dû non à ce fait qu'un recul du même phénomène ne peut jamais être que transitoire, mais aux conditions spéciales où se trouve placée toute société qui commence. La comparaison ne peut être démonstrative que si l'on élimine ce facteur de l'âge qui la trouble. Pour y arriver, il suffira de considérer les sociétés que l'on compare à la même période de leur développement. Ainsi, pour savoir dans quel sens évolue un phénomène social, on comparera ce qu'il est pendant la jeunesse de chaque espèce avec ce qu'il devient pendant la jeunesse de l'espèce suivante, et suivant que de l'une de ces étapes à l'autre, et présentera plus, moins ou autant d'intensité. On dira qu'il progresse, recule ou se maintient. En fait, il parle, Émile Durkheim, des sociétés, la jeunesse de la société, la vieillesse, même s'il n'a pas mentionné la vieillesse, mais si on cherche plus dans la, comment dire, si on cherche dans les écrits de Ibn Khaldoun, on va trouver que Ibn Khaldoun, il a déjà parlé de la civilisation, la jeunesse de la civilisation, la vieillesse, la mort et tout, il a parlé de ça. Alors, maintenant, je suis arrivé à la conclusion. Conclusion. En résumé, les caractères de cette méthode sont les suivants. D'abord, elle est indépendante de toute philosophie. Première des choses, pour Durkheim, c'est que la méthode sociologique, elle est indépendante de la philosophie. Parce que la sociologie est née des grandes doctrines philosophiques. Donc là, on comprend aussi que la sociologie a des racines philosophiques, mais elle est indépendante de toute philosophie. Parce que la sociologie est née des grandes doctrines philosophiques, elle a gardé l'habitude de s'appuyer sur quelques systèmes dont elle se trouve ainsi solidaire. C'est ainsi qu'elle a été successivement positiviste, évolutionniste, spiritualiste, alors qu'elle doit se contenter d'être la sociologie tout court. Donc Émile Durkheim nous invite à parler de la sociologie, pas de la sociologie positiviste, ni de la sociologie évolutionniste, ni de la sociologie spiritualiste. Même nous hésiterions à la qualifier de naturaliste, à moins qu'on ne veuille seulement indiquer par là qu'elle considère les faits sociaux comme explicables naturellement, et dans ce cas, l'épithète est assez inutile puisqu'elle signifie simplement que le sociologue fait œuvre de science et n'est pas un mystique. Mais nous repoussons le mot. Si on lui donne un sens doctrinal sur l'essence des choses sociales, si par exemple on entend dire qu'elles sont réductibles aux autres forces cosmiques, si par exemple on entend dire qu'elles sont réductibles aux autres forces cosmiques,
La sociologie n'a pas à prendre de parti entre les grandes hypothèses qui divisent les métaphysiciens. Les métaphysiciens. Elle n'a pas plus à affirmer la liberté que le déterminisme. Tout ce qu'elle demande qu'on lui accorde, c'est que le principe de causalité s'applique aux phénomènes sociaux. Émile Durkheim, franchement, il est un peu malin parce que Émile Durkheim il nous invite à ne pas parler de la philosophie, mais lui, il est dans la philosophie. Ce livre est un livre épistémologique, philosophique. En plus, Émile Durkheim, il est inscrit dans ce qu'on appelle la philosophie positiviste. Mais en même temps, il nous invite à ne pas parler de la philosophie. Encore ce principe est-il posé par elle non comme une nécessité rationnelle, mais seulement comme un postulat empirique produit d'une induction légitime. Puisque la loi de causalité a été vérifiée dans les autres règnes de la nature, que progressivement elle a étendu son empire du monde physico-chimique au monde biologique, de celui-ci au monde psychologique. On est en droit d'admettre qu'elle est également vraie du monde social. Et il est possible d'ajouter aujourd'hui que les recherches entreprises sur la base de ce postulat tendent à le confirmer. Mais la question de savoir si la nature du lien causal exclut toute contingence n'est pas tranchée pour cela. Au reste, la philosophie elle-même a tout intérêt à cette émancipation de la sociologie. Car tant que le sociologue n'a pas suffisamment dépouillé le philosophe, il ne considère les choses sociales que par leur côté le plus général, celui par où elles ressemblent plus aux autres choses de l'univers. Or, si la sociologie ainsi conçue peut servir à illustrer des faits curieux, une philosophie, elle ne saurait l'enrichir de vues nouvelles puisqu'elle ne signale rien de nouveau dans l'objet qu'elle étudie. Mais en réalité, si les faits fondamentaux des autres règnes se retrouvent dans le règne social, c'est sous des formes spéciales qui en font mieux comprendre la nature parce qu'elles en sont l'expression la plus haute. Seulement, pour les apercevoir sous cet aspect, il faut sortir des généralités et entrer dans le détail des faits. Voilà, donc il nous invite, Émile Durkheim, de dépasser la philosophie pour être sociologue, de dépasser les généralités sur les faits, de dépasser la subjectivité et d'aller vers les faits et d'étudier les faits sociaux, ça veut dire scientifiquement, en cherchant les causes et la causalité, les causes et les effets. C'est ainsi que la sociologie, à mesure qu'elle se spécialisera, fournira des matériaux plus originaux à la réflexion philosophique. Donc pour lui, la sociologie, elle fournira à la philosophie des matériaux. Ça veut dire que elle permet, la sociologie va permettre d'enrichir la sociologie. Et moi je vois que aussi le contraire est convenable, puisque la philosophie aussi permet d'enrichir la sociologie. Et la sociologie sans philosophie n'est pas sociologie, n'est que des méthodes comme un technicien, on va dire. Un sociologue sans philosophie est un technicien pour moi. Donc, la philosophie est nécessaire pour la sociologie. Déjà, ce qui précède a pu faire entrevoir comment les notions essentielles, telles que celles d'espèces, d'organes, de fonctions, de santé et de maladie, de cause et de fin, s'y présentent sous des jours tout nouveaux. D'ailleurs,
N'est-ce pas la sociologie qui est destinée à mettre, d'ailleurs, n'est-ce pas la sociologie qui est destinée à mettre dans tout son relief une idée qui pourrait bien être la base non pas seulement d'une psychologie, mais de toute une philosophie, l'idée d'association? Vis-à-vis à des doctrines pratiques, notre méthode permet et commande la même indépendance. La sociologie ainsi entendre ne sera ni individualiste, ni communiste, ni socialiste. Pour Émile Durkheim, la sociologie n'est ni individualiste, on ne part pas de l'individu, ni communiste, ni socialiste, au sens qu'on donne vulgairement à ces mots. Par principe, elle ignorera ces théories auxquelles elle ne saurait reconnaître de valeur scientifique, puisqu'elles tendent directement non à exprimer les faits, mais à les réformer. Du moins, ce qui est un peu, qu'on va dire, malin dans les écrits de Durkheim, lui, il veut, par exemple, écarter plusieurs idéologies de la sociologie. Émile Durkheim avait envie de d'écarter plusieurs idéologies, telles que le communisme, ou bien le libéralisme, et ainsi de suite. Mais en même temps, Émile Durkheim défendait une idéologie. En même temps, il défendait une idéologie. Voilà. Du moins, si elle s'y intéresse, c'est dans la mesure où elle y voit des faits sociaux qui peuvent l'aider à comprendre la réalité sociale en manifestant les besoins qui travaillent la société. Ce n'est pas toutefois qu'elles doivent se désintéresser des questions pratiques. On a pu voir, au contraire, que notre préoccupation constante était de l'orienter de manière à ce qu'elle puisse aboutir pratiquement. Elle rencontre nécessairement ces problèmes au terme de ses recherches, mais par cela même qu'il ne se présente à elle qu'à ce moment, que par suite il se dégage des faits et non des passions, on peut prévoir qu'ils doivent se poser pour le sociologue de tout autre terme que pour la foule, et que les solutions d'ailleurs partielles qu'il y peut apporter ne sauraient coïncider exactement avec aucune de celles auxquelles s'arrêtent les parties. Mais le rôle de la sociologie, à ce point de vue, doit justement consister à nous affranchir de tous les partis, non pas tant en opposant une doctrine aux doctrines, qu'en faisant contracter aux esprits, en face de ces questions, une attitude spéciale que la science peut seule donner par le contact direct des choses. Seule, en effet, elle peut apprendre à traiter avec respect, mais sans fétichisme, les institutions historiques, quelles qu'elles soient, en nous faisant sentir ce qu'elles ont à la fois de nécessaire et de provisoire, leur force de résistance et leur infinie variabilité. En second lieu, notre méthode est objective, elle est dominée tout entière par cette idée que les faits sociaux sont des choses et doivent être traités comme tels. Sans doute ce principe se retrouve sous une forme un peu différente à la base des doctrines de Kant et de M. Spencer. Mais ces grands penseurs en ont donné la formule théorique, plus qu'ils ne l'ont mise en pratique. Là, Émile Durkheim reconnaît qu'il a tiré beaucoup d'idées d'Auguste Kant et de Herbert Spencer. Mais il croyait que les penseurs, ces penseurs-là, ont parlé plus théoriquement, mais ces grands penseurs en ont donné la formule théorique, plus qu'ils ne l'ont mise en pratique. Pour qu'elle ne restât pas lettre morte, il ne se faisait pas de la promulguer
il fallait en faire la base de toute une discipline qui prit le savant au moment même où il aborde l'objet de ses recherches et qui l'accompagna pas à pas dans toutes ses démarches. C'est institué cette discipline que nous nous sommes attachés. Nous avons montré comment le sociologue devait écarter les notions anticipées qu'il avait des faits pour se mettre en face des faits eux-mêmes. Comment il devait les atteindre par leurs caractères les plus objectifs. Comment il devait leur demander à eux-mêmes le moyen de les classer en sains et en morbides. Comment enfin il devait s'inspirer du même principe dans les explications qu'il tentait comme dans la manière dont il prouvait ses explications. Donc Émile Durkheim nous demande d'être objectif, d'étudier la société et les faits sociaux objectivement, sans prénotion, sans idée préalable, mais en fait c'est un peu imaginaire ce qu'il dit, mais c'est difficile de l'appliquer sur le terrain. Parce que si un sociologue ne réfléchit pas, qu'il essaie juste de collecter les données sans les interpréter, dans ce cas-là, il ne va pas être, on va dire, créatif, il ne va pas pouvoir profiter de ces données pour analyser bien et pour sortir quelque chose. Donc c'est pour cela, la méthode du Durkheim, elle n'est pas une méthode, on va dire, parfaite pour étudier la société et les faits sociaux. C'est vrai que Durkheim a ramené beaucoup de choses, a apporté beaucoup de choses à la société, à la sociologie, mais on ne peut pas rester dans la sociologie durkheimienne pour étudier nos sociétés. Car une fois qu'on a le sentiment qu'on se retrouve en présence de choses, on ne songe même plus à les expliquer par des calculs utilitaires ni par des raisonnements d'aucune sorte. On comprend trop bien l'écart qu'il y a entre de telles causes et de tels effets. Et une chose est une force qui ne peut être engendrée que par une autre force. On cherche donc, pour rendre compte des faits sociaux, des énergies capables de les produire. Non seulement les explications sont autres, mais elles sont autrement démontrées, ou plutôt c'est alors seulement qu'on éprouve le besoin de les démontrer. Si les phénomènes sociologiques ne sont que des systèmes d'idées objectivées, les expliquer, c'est les repenser dans leur ordre logique, et cette explication est elle-même sa propre preuve, tout au plus peut-il y avoir lieu de la confirmer par quelques exemples. Au contraire, il n'y a que des expériences méthodiques qui puissent arracher leur secret à des choses. Mais si nous considérons les faits sociaux comme des choses, c'est comme des choses sociales. C'est le troisième trait caractéristique de notre méthode, d'être exclusivement sociologique. Il a souvent paru que ces phénomènes, à cause de leur extrême complexité, ou bien étaient réfractaires à la science, ou bien n'y pouvaient entrer que réduits à leurs conditions élémentaires, soit psychiques, soit organiques, c'est-à-dire dépouillés de leur nature propre. Nous avons, au contraire, entrepris d'établir qu'il était possible de les traiter scientifiquement sans rien leur enlever de leur caractère spécifique. Mais même nous avons refusé de ramener cette immatérialité sui generis qui les caractérise à celle, déjà complexe pourtant, des phénomènes psychologiques. À plus forte raison, nous sommes, nous, interdits de la résorber à la suite de l'école italienne, dans les propriétés générales de la matière organisée. Nous avons fait voir qu'un fait social ne peut être expliqué que par un autre fait social. Donc Émile Durkheim, même s'il a dit que les faits sociaux doivent
doivent être traités comme des choses, mais il veut dire exactement des choses sociales, des choses sociales, un caractère social. Donc, les faits sociaux doivent être expliqués pour Émile Durkheim par d'autres faits sociaux. Nous avons fait voir qu'un fait social ne peut être expliqué que par un autre fait social. Et en même temps, nous avons montré comment cette sorte d'explication est possible en signalant dans le milieu social interne le moteur principal de l'évolution collective. La sociologie n'est donc l'annexe d'aucune autre science. Elle est elle-même une science distincte et autonome. Et le sentiment de ce cas de spécial, la réalité sociale est même tellement nécessaire aux sociologues que seule une culture spécialement sociologique peut le préparer à l'intelligence des faits sociaux. Nous estimons que ce progrès est le plus important de ceux qui restent à faire à la sociologie. Sans doute, quand une science est en train de naître, on est bien obligé pour la faire de se référer au seul modèle qui existe, c'est-à-dire aux sciences déjà formées. Il y a là un trésor d'expériences toutes faites, qu'il serait insensé de ne pas mettre à profit. Cependant, une science ne peut se regarder comme définitivement constituée que quand elle est parvenue à se faire une personnalité indépendante. Voilà. Donc pour Émile Durkheim, il veut dire que pour construire la sociologie à l'époque, bien sûr, il a fait quoi? Il a essayé d'emprunter les idées et d'emprunter les méthodes des sciences naturelles, mais en même temps, il insiste sur la personnalité de la sociologie. Il insiste sur une personnalité indépendante à la sociologie. Car elle n'a de raison d'être que si elle a pour matière un ordre de faits que n'étudient pas les autres sciences. Et là, donc Émile Durkheim, pour qu'il distingue entre la sociologie et les autres sciences, il veut dire que la sociologie doit avoir un objet spécifique. C'est quoi l'objet spécifique à la sociologie? C'est étudier les sociétés, c'est étudier les faits sociaux, le côté social. Or, il est impossible que les mêmes notions puissent convenir identiquement à des choses de nature différente. Tels nous paraissent être les principes de la méthode sociologique. Cet ensemble de règles paraîtra peut-être inutilement compliqué si on le compare aux procédés qui sont couramment mis en usage. Tout cet appareil de précaution peut sembler bien laborieux pour une science qui, jusqu'ici, ne réclamait guère de ceux qui s'y consacraient qu'une culture générale et philosophique. Et il est en effet certain que la mise en pratique d'une telle méthode ne saurait avoir pour effet de vulgariser la curiosité des choses sociologiques. Donc, Émile Durkheim nous dit que, à son époque bien sûr, que ce qu'il a fait pour la sociologie, c'est de réfléchir à mettre des règles à la sociologie pour qu'elle soit une science. Parce qu'à l'époque, c'était une culture générale et philosophique. Ça veut dire la pensée sociale à l'époque, la pensée sociologique, était une pensée d'une culture générale, philosophique, et ainsi de suite. Donc, Émile Durkheim, lui, a bien travaillé pour qu'elle soit une science, à proprement parler. Quand, comme condition d'initiation préalable, on demande aux gens de se défaire des concepts qu'ils ont l'habitude d'appliquer à un ordre de choses pour en penser celle-ci à nouveau frais, on ne peut s'attendre à recruter une nombreuse clientèle.
Après aussi, il nous dit, mais Durkheim, quand par exemple, lui, il voulait, on va dire, renouveler, il voulait innover, il voulait ramener des choses et tout, c'était normal que, voilà, quand on veut renouveler, quand on veut innover, bien sûr, les gens, ils vont pas s'inscrire facilement. Nous croyons au contraire que le moment est venu pour la sociologie de renoncer au succès mondain, pour ainsi parler, et de prendre le caractère ésotérique qui convient à toute science. Elle gagnera ainsi en dignité et en autorité ce qu'elle perdra peut-être en popularité. Car tant qu'elle reste mêlée aux luttes des partis, tant qu'elle se contente d'élaborer avec plus de logique que le vulgaire les idées communes et que par suite elle ne suppose aucune compétence spéciale, elle n'est pas en droit de parler assez haut pour faire taire les passions et les préjugés. Assurément, le temps est encore loin où elle pourra jouer ce rôle efficacement. Pourtant, c'est à la mettre en état de le remplir un jour qu'il nous faut dès maintenant travailler. Et c'est fini. Voilà. Donc j'ai fini la lecture de ce livre. Franchement, un classique de la sociologie. Je conseille tout le monde à le lire. Assalamu alaikum.